Cette semaine, aux Jeunes Explorateurs, 2 femmes aux professions méconnues, des chiens en relation d'aide et l'économie à Rigaud. Cette émission est une présentation spéciale de la maison funéraire Roussin et de la ville de Rigaud. Perdre un être cher est probablement l'une des épreuves les plus difficiles qu'il nous soit donné d'affronter. Heureusement, pour la plupart d'entre nous, ces tristes événements sont relativement isolés. Pour Annie Dubé et Mélanie Vachon, ces moments intenses font partie de leur quotidien. Difficile d'imaginer la réalité de gens qui côtoient régulièrement la mort d'aussi près. Les Jeunes Explorateurs ont voulu en savoir davantage sur ces 2 femmes dont le travail reste à ce jour assez peu connu. Alors, bonjour Annie Dubé. Vous êtes la directrice de la maison funéraire Roussin. Oui. Et bonjour Mélanie Vachon. Vous êtes thanatologue à la maison Roussin. Bonjour. J'aimerais savoir comment la maison Roussin s'est implantée dans la région. C'est quoi l'historique derrière la maison Roussin? Alors, la maison funéraire Roussin est établie depuis 1933. C'est bien avant moi. J'espère que vous vous en rendez compte. Les propriétaires étaient la famille Roussin. C'est une maison funéraire qui était dans la région de Rigaud, Saint-Lazare. Moi, je suis arrivée dans l'entreprise en 2003. Je suis avec mon associé Luc Riopel, qui était là, lui, depuis 1998. Et moi, en 2003, je suis arrivée là, à Rigaud, dans cette région-là. Et en 2005, on a eu l'opportunité d'acheter 2 succursales d'Urgell-Bourgie. Et à l'époque, on était des ambassadeurs on était les premiers, en fait, à racheter d'une firme américaine des succursales d'une maison funéraire. Donc, c'était une fierté pour nous. Urgell-Bourgie a décidé de nous vendre 2 succursales qui sont à l'Île-Perrot et Vaudreuil-Dorion. Donc, on a 4 maisons funéraires là, depuis 2003 qui sont situées à Rigaud, à Saint-Lazare, à Vaudreuil-Dorion et à l'Île-Perrot. Et j'ai vu que vous avez étudié en théologie. Oui. Et j'aimerais savoir comment l'étude des religions influence votre façon de diriger l'entreprise Roussin. En fait, je pense que quand on a une formation peut-être un peu plus académique, plus importante, ça nous influence dans notre façon d'être, ça nous influence dans notre façon de travailler, d'une part, peu importe dans quel domaine on a étudié. Et moi, en fait, je suis allée en théologie parce que la mort était quelque chose qui m'intriguait, qui me fascinait. Les rituels aussi. Moi, toute petite, les rituels étaient présents dans ma vie. Je jouais à la poupée, j'avais déjà des mariages, des funérailles, c'était très organisé. Puis je célébrais la vie avec mes poupées. Donc, ça paraît peut-être étrange, mais moi, c'était quelque chose d'intéressant pour moi, puis d'important dans ma vie. C'était des sujets qui m'intéressaient. Je ne savais pas exactement comment j'allais me diriger parce avoir une maison funéraire, c'est pas évident. J'ai travaillé 4 ans dans une maison funéraire bouddhiste dans le quartier chinois de Montréal. J'accompagnais les familles bouddhistes, ce qui était qui a été une expérience très intéressante, enrichissante pour moi. Puis un jour, je me suis dit, moi aussi, je suis capable de démarrer mon entreprise. Donc, j'ai réussi à acquérir les maisons funéraires Roussin. Vous aussi, Mélanie, vous avez étudié dans le domaine de la mort. Vous avez étudié la thanatologie. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine-là?
Moi, au départ, c'était vraiment des blagues qui m'ont menée en thanatologie, mais par contre, là, c'est un domaine qui était mal connu, c'était difficile de trouver de l'information. Donc, au fil de mes recherches, je me suis aperçue que c'était un domaine qui touchait plusieurs aspects au niveau justement du rituel, du côté humain, de la psychologie, mais aussi un aspect qui était plus laboratoire, qui était axé sur les dépouilles et les défunts. Donc, moi, ça m'a rejoint dans ce sens-là, qu'on pouvait être à tous les niveaux présents avec les familles. Vous êtes des personnes qui côtoyaient la mort à chaque jour, si je peux dire. Alors, on pourrait s'imaginer que vous côtoyer la mort, ça peut rendre plus renfermé, plus triste, plus sérieux, est-ce que c'est le cas pour vous deux ou vous êtes différente de ça? Moi, je vais vous parler pas de mon expérience, mais je vous mets en contexte. Le domaine funéraire, c'est un domaine que les propriétaires n'ont pas tout le temps choisi. C'est beaucoup souvent de génération en génération. Puis quand c'est de génération en génération, bien, tu le fais parce que ton père le fait, puis tout ça. Moi, je l'ai choisi. Je l'ai choisi parce que j'aimais ça, puis parce que je voulais faire ça. J'ai été perçue peut-être comme quelqu'un d'étrange. Je suis pas du tout fanatique de la mort, mais je trouvais du bonheur dans ce rituel-là et dans ce côté protocole-là et dans le fait d'aider surtout les survivants. Moi, j'ai eu un problème rénal majeur quand j'étais petite et je pense avoir peut-être frôlé la mort d'une certaine façon, ce qui a fait que je suis quelqu'un de très heureux de nature. Moi, je me lève le matin, puis c'est comme « Bonjour la vie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Je suis pleine de projets puis de défis. J'essaye aussi d'être bonne avec les gens autour de moi, de ne pas faire de la peine aux gens. Tu sais, j'ai une attitude positive, je pense. Je suis généreuse aussi. Donc, qu'est-ce que je suis à l'extérieur? Bien, je suis quelqu'un d'heureux. Je pense que je le communique bien. Puis, j'aime faire la fête aussi. J'aime me gâter, j'aime gâter les autres, prendre un verre. Je saisis l'instant. Moi, quand il y a du bonheur quelque part, bien, je suis là. Si vous m'invitez, je vais y aller. C'est ça. Oui. Moi aussi, s'il y a du bonheur, je suis là. On vit souvent des bonheurs ensemble, d'ailleurs. Aussi. Mais bon, moi, un peu comme Annie, hein, je l'ai choisi, moi aussi, mon domaine. J'avais personne dans ma famille. C'est venu comme ça, puis c'était vraiment par intérêt. Donc, à tous les matins, ça me fait un bonheur de venir travailler, puis d'être dans un domaine qu'on dit justement plus sombre ou plus triste. Mais je pense que justement, ça nous permet de saisir l'importance de nos vies, puis d'à quel point on est privilégié dans ce qu'on a, dans qui on est. Donc, moi, en fait, je suis une personne très réservée jusqu'à ce que je quitte et que là, wouh! Oui, c'est ça. Donc, c'est un juste équilibre, je dirais. C'est très valorisant aussi. Ça, c'est un beau côté de notre travail. On est tellement remerciés, appréciés. Les gens sont démunis, ils ne savent pas trop où se diriger, ils ont de la peine. Donc, nous, on est là pour les reprendre puis leur dire, bien, ça va aller. Donc, c'est très valorisant. Donc, faut être le contraire de sombre pour aider les gens. Sur le fait, là, on est tous un peu dans la même réaction. Hein? On est calme, on est réservé, posé, rassurant. Donc, ou quand ce sont des funérailles sérieux, protocolaires, parce que le moment exige un comportement qui est comme ça. On n'arrivera pas au moment d'une exposition en chantant puis le gros sourire. Mais dans reste que quand on sort de ça, on est capable de vivre, puis d'être heureux, puis d'avoir nos personnalités quand même. Puis... C'est ça. C'est sûr qu'avoir une compagnie aussi, c'est prenant. Moi, des fois, j'arrive chez moi, des fois, le sourire est moins facile. Tu sais, il y a toute l'administration aussi, puis la gestion de l'entreprise. Ça, c'est le côté que j'aime le moins. Donc, c'est plus le côté humain qui vous attire. Oui, c'est ça. Oui, parce que je pense que pour travailler dans une maison funéraire, on a tous fait notre bout de chemin par rapport à la mort. Donc, automatiquement, on a fait une certaine paix avec ça. On est capable de coexister, là, disons, ou d'être en présence de la mort, mais de ne pas se laisser dire que ben c'est ça, on va mourir, puis ça peut être tout de suite, puis d'être triste par rapport à ça. On a dépassé là, un peu ce stade-là. Là. Il y a une chose, par exemple, souvent les directeurs de funérailles habitent dans leur maison funéraire.
Ça, c'est comme une espèce de mentalité. Aux États-Unis, ici, c'est pas mal ça. Moi, j'ai choisi de ne pas vivre dans un de mes salons funéraires. Ça a été un de mes meilleurs choix dans la vie. Comme Six Feet Under, là, il habitait toute la famille dans la maison funéraire. Il était tout le temps là-dedans. Moi, quand je quitte, je m'en vais chez moi. Donc ça, pour moi, c'était une option qui était à choisir. Je reviens à la thanatologie et à l'embaumement. Comment les corps qui sont amenés, comment ils sont préparés lorsqu'ils sont exposés? Puis en fait, l'embaumement, la thanatopraxie, là, c'est quand même un long procédé. Ça se détaille. C'est en résumé. Oui, en résumé, en bref. En fait, il y a une première désinfection qui est faite, là, le retrait de tout ce que la personne pouvait avoir avec elle au moment de son décès. Ensuite de ça, c'est de vraiment remplacer les liquides pour que ce soit un liquide qui est conservateur, là, qui soit dans la personne. Donc, on va retirer le sang par les principales artères et veines et aussi traiter les cavités internes par aspiration et injection de liquide toujours. Tout ça dans le but de retarder le processus de décomposition. OK, d'accord. Puis il y a tout l'aspect esthétique après, le maquillage. Esthétique, maquillage, coiffeur, mais la thanatopraxie est très positive là, sur l'aspect de la personne. Dans tous les cas, là, ça retarde la décomposition, mais ça enlève aussi certaines traces de souffrance. Je fais un résumé vraiment sommaire là, de ce que ça représente, la thanatopraxie, parce qu'en fait, l'assouplissement de la musculature, tout ça, c'est des choses qui sont très positives sur le visuel qu'on a de la personne. C'est pas rare que des gens nous disent « Ah, si maman est comme il y a 10 ans ». C'est pour se rappeler un peu comment la personne était avant. Oui. Pour dédramatiser un peu un processus qui arrive à tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas tant qu'on dédramatise, parce que ce sera toujours aussi dramatique de perdre quelqu'un puis de souffrir parce qu'on l'a perdu. Je pense que ça va toujours rester dramatique, mais je pense qu'on a décidé de célébrer la vie plutôt que de rester dans... On parle souvent de ça, la célébration de la vie. On décide de voir ça autrement. Hein? Finalement, c'est un peu ça, la mort. C'est de quel côté on décide de voir ça. Est-ce qu'on décide de voir ça tout en noir ou on décide de voir justement la vie qui est tout autour? Le bon côté qui a été avant. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci à toi. C'est un plaisir. Après la pause, Simon en apprend davantage sur l'organisme Togo. C'est sur.tv. C'est de l'information avec l'hebdo régional. Des entrevues avec l'émission Tête à tête. Du divertissement avec Vaudreuil-Soulanges en spectacle et l'intrépide cabaret d'improvisateurs. Des découvertes avec les jeunes explorateurs. Et aussi de la spiritualité. En fait, c'est sur.tv, c'est notre télévision régionale. Bonjour Alexandra. Allô Simon. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai su que tu t'es impliqué dans l'organisme Togo. Oui. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus? Oui, en fait, c'est un organisme qui vont s'occuper de personnes qui souffrent, par exemple, de troubles anxieux ou d'autisme ou toutes sortes de maladies qui peuvent entraver, dans le fond, la vie quotidienne de ces personnes-là. En fait, ce qu'on fait, c'est quand même assez particulier. On va intégrer les animaux dans ce qu'on fait. On va aller chercher dans les refuges des chiens qui ont été abandonnés. On va leur donner une seconde chance et à eux et à l'humain. Et en fait, on va les former pour qu'ils puissent devenir éventuellement des chiens d'assistance psychologique. Et est-ce qu'il y a des chiens particuliers qui sont sélectionnés ou est-ce que tous les chiens peuvent rentrer dans ce programme? En fait, on cherche souvent des chiens qui ont plus que 2-3 ans, dans le fond, mais il ne faut pas qu'ils soient non plus trop vieux. Donc, il faut vraiment qu'ils soient dans leur phase qui puissent être capables d'apprendre encore, mais que l'apprentissage de base soit terminé. Okay. Donc, habituellement, c'est ça, des chiens de 2-3 ans, on va les chercher dans les refuges. Il faut quand même qu'ils soient capables de répondre à certains critères qui ont été prédéfinis au départ. Donc, on va les évaluer pendant une période de 2 semaines minimum. Okay. Et seulement s'ils répondent à ces critères-là, on va poursuivre leur entraînement, dans le fond.
Durant les premières 2 semaines d'entraînement intensif, ça ressemblerait à quoi une journée typique d'entraînement pour ce chien? OK. En fait, ça dépend parce qu'il y a 2 sortes de chiens. Il y a le chien qu'on appelle bon compagnon. Ça, c'est le chien qui n'est pas... ça, c'est le chien qui, mettons, va intervenir auprès de personnes qui souffrent d'anxiété ou des choses, mais qui n'ont pas besoin d'assistance 24 heures sur 24. Je comprends. Donc, bon compagnon n'a pas le droit de rentrer, mettons, dans des Walmart ou dans... dans des Walmart. Oui, dans des magasins grande surface. Exactement. Fait qu'il ne peut pas rentrer ou même le suivre à l'université. Il y a des chiens qui ont le droit qui doivent, en fait, être 24 heures sur 24 comme des avec personnes leur avec maître. des problèmes de vision, des choses comme ça, je présume? Exactement. Oui, par exemple, chez Mira. Donc, ça, c'est le chien. Ça, c'est pas le chien bon compagnon. Puis après, tu as le chien vraiment qui suit la personne 24 heures sur 24. Donc, en fait, le chien bon compagnon, là, ça va être plus comme la marche en laisse. Ça va être travailler aussi les points de pression. Ça, c'est, mettons, quelqu'un fait de l'anxiété, qui soit couché au bout dans une pièce. La personne démontre des signes d'anxiété, commence à jouer avec ses mains, commence à bouger le pied, par exemple. Donc là, le chien doit se lever et doit venir intervenir. Il doit être capable de ressentir ça. de revoir, de ressentir et de voir les signes qui vont mener à une potentielle crise, en fait. Wow. Comme si, Comment vous faites pour entraîner un chien pour détecter ces signes-là? Dans le fond, c'est vraiment facile. Bien, c'est facile. Ça dépend vraiment. C'est étape par étape. Tant qu'on fait étape par étape, ça va bien. C'est pas impossible. Donc, d'abord, on a le chien, mettons, qui est couché ici. On va commencer juste par un simple touch. Stitch connaît le touch. Je sais pas s'il va faire. Stitch ici. Fait qu'en fait, un touch, je peux vous montrer comme on va juste faire comme ça. Il doit toucher la main, par exemple, comme ça. Là, on va aller plus vite, puis là, on veut un autre touch. Là, il faut qu'il soit. Fait que là, il faut qu'il touche. Il faut qu'il aille toucher la main. Donc, ça, c'est là. Parce que quand, mettons, les personnes sont ici, puis qu'ils bougent le pied, bien là, il faut qu'ils viennent toucher la main pour dire à la personne, OK, regarde, tu commences à être stressé, là, je suis là. Donc, par exemple, là, on commence par un touch, sans rien. Après, on va juste faire un léger mouvement de la jambe, puis on va demander un touch aussi encore. Fait que là, éventuellement, on va juste avoir les mains ici. Dès qu'il va voir dès qu'il va voir la signe jambe, d'anxiété. Oui, un signe d'anxiété, il va venir pousser. Je comprends. En ayant appris qu'il y aurait reçu une récompense pour avoir détecté ça. Oui, mais il faut qu'il soit capable de... Comme il y a plusieurs étapes, mais il faut qu'il soit capable de le faire à chaque... il faut qu'on ait un ratio de 4 sur 5. Donc, avant de passer, mettons, à la prochaine étape, mettons, introduire le petit mouvement de jambe, il faut qu'il soit capable de faire un touch 4 sur 5 demandes, finalement. Oui, non, 4, un ratio de 4 sur 5 pour, demander un peu plus... augmenter le critère, dans le fond. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le point de pression. Il y a le point d'appui aussi en position couchée. Quelqu'un est stressé ou quelque chose, le chien doit être capable de venir se coucher sur la personne parce que c'est ça, juste avoir une présence, ça l'apaise, ça diminue le rythme cardiaque, donc tous les signes physiques dans les crises d'anxiété, l'intervention du chien vient calmer la personne. Au fond. Fait que ça, c'est un exemple. Tu nous expliquais qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui travaillaient avec vous. Est-ce que vous avez des collaborations avec des organismes dans la région pour soit la nourriture pour ce type de chien-là ou l'équipement nécessaire pour les dresser? Oui, en fait, notre organisme fonctionne dès le départ avec les dons des personnes. Donc, au début, quand notre directrice Noémie Labbé, en fait, c'est elle qui a commencé. Elle a un baccalauréat en psychoéducation, elle a un certificat en psychologie. Donc, en fait, elle a commencé ça. Puis justement, on sait qu'il y a 1 demi-million de chiens qui sont abandonnés par année. Avec cette force statistique-là, elle a dit qu'elle voulait vraiment intervenir avec les personnes en tant que telles qui ont... c'est ça, qui auraient besoin d'assistance avec des chiens de refuge. Puis en fait, désolé. Donc, c'est ça. Et en fait, ça marche avec les dons. Donc, il y a des organismes, par exemple, la SPCA, la SPA, dépendamment de la région. Par exemple, il y a celle de l'Estrie, celle de Shawinigan, qui est d'une très grande aide pour nous aussi. Dans le fond, elle regarde les chiens qui pourraient être potentiellement
bon pour notre programme. Et elle va appeler les bénévoles ou les bénévoles vont se rendre sur place pour aller les évaluer. Donc, oui, c'est vraiment, c'est vraiment important la communication entre les refuges et entre notre organisme. Il y a aussi Ovenbeek, en fait, c'est une compagnie de nourriture pour chiens québécoise. Vraiment, on marche souvent avec les entreprises locales, donc on veut vraiment rester au Québec, dans le fond, vu que c'est ici qu'on œuvre majoritairement, en fait. Et puis, c'est ça, il y a Ovenbeek qui fait en sorte qu'il donne la nourriture à tous les chiens, Togo, dans le fond. Une fois que l'entraînement d'un chien est terminé, puis vous devez trouver une personne pour lui attribuer le chien, c'est quoi le processus pour trouver les personnes dans le besoin? Est-ce que c'est eux qui vous contactent ou c'est vous qui vous proposez votre service? Oui, en fait, c'est vraiment une bonne question. On a des listes d'attente vraiment énormes de personnes. En fait, on manque de chiens. Fait que c'est pour ça qu'on demande à la population de nous aider, des organismes ou des refuges, des endroits où qu'on peut aller justement évaluer des chiens parce qu'on a des listes d'attente assez énormes, puis on n'est pas encore capable de fournir exactement la demande, mais habituellement, c'est ça. On a une demande, par exemple, on a une demande pour un enfant. Nous, on couvre enfant comme adulte, dans le fond. Okay. Donc, mettons, on a une demande pour un enfant, on va évaluer les besoins de cet enfant-là, puis on va par la suite former le chien par rapport aux besoins de l'enfant. Donc, le chien est formé avec avec la personne déjà en perspective. C'est ça, c'est vraiment on fait vraiment on essaie de faire des matchs parfaits le plus souvent. Aussi, on a aussi un programme vétéran, ça c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est justement, c'est des personnes, mettons, qui ont eu des traumatismes, comme on œuvre aussi pour les chocs post-traumatiques, donc des personnes qui ont vécu des crises assez intenses puis qui restent marquées le restant de sa vie. Donc, on a des chiens qui viennent juste... qui reste avec ce vétéran-là pour le restant de ses jours, puis qui fait juste lui ramener... des fois, c'est juste une présence qu'ils ont besoin. Tout à fait. Donc, c'est ça, une présence. Et aussi, quand ils ont un début de crise ou un début d'anxiété encore, bien, le chien vient intervenir. Intéressant. Merveilleux. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, ça fait plaisir. Après la pause, Marc-Anthony est à Rigaud pour parler d'économie. Vaudreuil-Soulanges en spectacle. Une nouvelle série qui vous propose de découvrir une variété d'artistes talentueux de la région. À ne pas manquer. Bonjour, M. Boyer, vous allez bien? Bonjour. Donc, vous êtes le directeur du développement économique de Rigaud. Est-ce que vous pouvez me parler davantage de ça à Rigaud? Rigaud, au sein de la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, était et est encore un pôle économique régional. Ça a été un pôle économique régional important. Il faut se rappeler qu'à l'époque du Collège Bourget, le Collège Bourget était en charge de l'éducation de beaucoup de Québécois. Le train se rendait à Rigaud grâce et à cause du Collège Bourget. Donc Rigaud a un historique municipal et économique tout de même ancien. Puis si vous vous promenez dans les rues de Rigaud, le patrimoine architectural de Rigaud montre que c'est une ville qui a une histoire. Avec le développement économique de l'ouest de l'île de Montréal, de la grande banlieue de Montréal, Rigaud a ralenti un tout petit peu de ce point de vue-là, ou plutôt, je dirais, s'est fait rattraper, parce que Rigaud n'a jamais ralenti en tant que tel, c'est d'autres villes qui ont grandi. Il n'en reste pas moins qu'au niveau de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et au niveau des alentours, Rigaud reste un pôle économique important. On a une communauté commerçante tout de même assez développée. Une offre commerciale complète. On a des parcs industriels, donc des industries qui sont installées à Rigaud. C'est toujours des choses qui sont importantes parce que c'est des gros employeurs. Et ce n'est pas toutes les villes qui ont des parcs industriels. Finalement, puis j'aurais peut-être dû commencer par là, d'un point de vue Vaudreuil-Soulanges, Rigaud, c'est reconnu pour le Mont Rigaud. Donc il y a un pôle récréotouristique qui est très important.
On va tout de suite penser à Arbrasca, on va tout de suite penser à la sucrerie de la montagne, à Mont-Rigaud, mais on a aussi une offre hôtelière. Il ne faut pas oublier, vous avez les hôtels qui sont en ville à Rigaud, mais également le Hudson Inn et le Orca Sound qui sont sur l'autoroute 40, qui font partie du territoire de la municipalité de Rigaud. Finalement, j'en ai parlé tout à l'heure, le domaine institutionnel à Rigaud est très fort. Vous avez le Collège Bourget, donc, qui offre maintenant de l'éducation de la maternelle, je crois, jusqu'au secondaire 5. Et vous avez aussi le centre de formation de l'Agence des services frontaliers du Canada, le Collège des douanes, qui forme absolument tous les douaniers en activité au Canada. Il n'y a absolument aucune école de douanier nulle part. Non, c'est la seule au Canada. Donc tous les douaniers passent par Rigaud à un moment donné ou à un autre. Et pourquoi j'en parle, peut-être du point de vue du développement économique, c'est quand même ces deux employeurs institutionnels-là sont des gros employeurs. Je pense qu'on peut dire que les deux ensemble, d'une manière ou d'une autre, emploient près de 600 personnes. Il y a plusieurs secteurs économiques à Rigaud, comme par exemple agricole, commercial, industriel. Comment est-ce qu'ils se proportionnent? Pour le secteur agricole, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'occupation du sol est de à peu près 50% du territoire de la ville de Rigaud. Donc Rigaud est encore de ce point de vue-là une municipalité agricole. En termes d'entreprise, les fermes sont de plus en plus grandes. Il y a des enjeux de relève au niveau agricole. Donc en termes d'entreprise, il y en a peut-être un petit peu moins en termes de normes, mais l'impact sur l'environnement et sur le territoire et sur la géographie de Rigaud est quand même majeur de ce point de vue-là. Bon, vous avez parlé de poser des gestes. Rigaud a récemment instauré une politique de développement durable. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Donc, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est des entreprises qui ont des bonnes pratiques. Donc, qui vont construire leur site de production, leur usine de façon environnementale, avec des techniques, des technologies qui sont beaucoup plus adaptées au développement durable. Puis ça peut être des fois des choses toutes simples comme changer l'orientation du bâtiment pour augmenter l'ensoleillement, pour diminuer la consommation électrique, pour diminuer la consommation de gaz, pour diminuer les gaz à effet de serre. On veut, dans l'écoparc, installer des pistes cyclables pour favoriser le transport actif. On va essayer puis on va réussir, de connecter le parc aux autres réseaux routiers de Rigaud pour que s'il y a des gens qui habitent Rigaud qui veulent venir travailler en vélo, ça soit possible. Donc on va installer des voies dédiées, des pistes cyclables, des aménagements paysagers. On va inciter les entreprises à garder ou à installer des couverts forestiers ou de planter des arbres pour éviter le développement d'îlots de chaleur qui sont le pire ennemi des parcs industriels, par exemple. Pourquoi est-ce que Rigaud a décidé d'autant innover sur le développement durable? Pourquoi est-ce que c'est aussi important? Rigaud fait ça parce qu'on veut on veut offrir un avenir intéressant aux enfants de Rigaud, aux gens qui veulent venir s'installer à Rigaud. Je pense qu'elle est finie l'époque où le développement économique, c'était maintenant, puis le reste plus tard, on verra. Tout le monde maintenant a conscience que les ressources ne sont pas inépuisables et que si on ne pose pas aujourd'hui les bons gestes, on en payera le prix demain. Et plutôt que de dire il faut, la ville de Rigaud a décidé de mettre l'épaule à la roue et de poser des gestes et de prendre des décisions qui invitent les entreprises, les citoyens à aller dans cette direction. Bon, parfait. Merci beaucoup, M. Boyer. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Arrête, lâche ta soeur, là, OK? Arrête, dépêche-toi, là, tu vas être en retard.
Allez, prends ton sac, tes souliers. Allez, dépêchez-vous. Bye! Bonne journée! Dans Vaudreuil-Soulanges, une personne sur 20 évalue son état de santé mentale comme moyen ou mauvais.